L'émission Info.tvc est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Bonjour et bienvenue à cette édition du 12 juin 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, on va à la rencontre du nouveau directeur du camping d'Amqui. On parle aussi de la programmation d'été du site patrimonial de pêche Matamadja. Le Centre chrétien, on lance une opération sac à dos. On parle aussi de détecteurs de fumée avec le service d'incendie. La bibliothèque Bertrand B. Leblanc lance un livre intergénérationnel. Votre agenda culturel de la semaine, mais tout d'abord vos actualités matapédiennes. C'est maintenant l'heure de vos actualités matapédiennes. Tout d'abord, l'Association du cancer de l'Est du Québec dresse un bilan positif de son édition 2026 de la loterie qui fait du bien. Pour sa 9e édition, l'activité de financement a pris un virage numérique avec la vente de billets en ligne et un tirage électronique. Cette nouvelle formule a permis d'amasser 153 700 $. Au total, 16 prix d'une valeur de près de 50 000 $ ont été remis. Les sommes recueillies serviront à soutenir les services offerts aux personnes touchées par le cancer dans l'Est du Québec. Le député Maxime Blanchette-Jonca dénonce certaines dispositions du projet de loi C-30 concernant les pesticides. Selon le Bloc québécois, les changements proposés donneraient trop de pouvoir au Conseil des ministres pour renverser décisions de Santé Canada et réautoriser certains produits interdits pour des raisons de santé ou d'environnement. Le parti demande que l'encadrement des pesticides demeure basé sur la science et la protection du public. Le dossier est actuellement étudié à Ottawa. La ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine souligne ses 30 ans avec plusieurs activités de financement cet été. La journée du bis glacé aura lieu le 13 juin alors que les bars laitiers participants remettront $1 par cornet vendu. L'organisme lancera aussi sa loterie estivale dès le 21 juin sous le thème « Découvrons notre territoire ». D'autres activités sont également prévues au cours de l'année anniversaire. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Matapédia et de la Métis annonce une transition obligatoire pour certains conteneurs de récupération sur le territoire de la Matapédia. Les organisations qui utilisent des conteneurs à chargement arrière devront passer à des conteneurs à chargement avant. La transition devra se faire entre le 1er septembre et le 4 octobre 2026. À compter du 5 octobre, les anciens conteneurs ne seront plus acceptés dans la collecte. Les propriétaires concernés recevront une lettre explicative par la poste. Maxime Blanchette-Jonca dénonce la décision du gouvernement fédéral de demander au CRTC de revoir les contributions exigées aux grandes plateformes de diffusion en ligne. Selon le député, cette décision risque de priver les milieux culturels et médiatiques québécois de revenus importants. Le Bloc soutient que les géants du Web doivent contribuer équitablement au financement de la culture, de l'information locale et du contenu francophone. Le dossier touche particulièrement les médias régionaux, déjà fragilisés par la baisse des revenus publicitaires. Diffusion Mordicus termine sa saison en remerciant les spectateurs qui ont répondu présents au cours de la dernière année. Selon l'organisme, environ 13 500 entrées ont été enregistrées à la salle Jean Cossette, autant du côté du grand public que du milieu scolaire. L'équipe souligne que cette participation contribue au rayonnement de la culture dans la Matapédia. Les billets pour la programmation automnale ainsi que pour les spectacles du printemps 2027 sont déjà en vente. La traditionnelle rentrée culturelle aura lieu le jeudi 10 septembre à 18h. Les Jeux régionaux de la FADOC 2026 se sont conclus sur un bilan très positif au Bas-Saint-Laurent. Tenu du 25 avril au 6 juin dans différentes municipalités de la région, l'édition a rassemblé plus de 500 participants et près de 50 bénévoles. Les personnes de 50 ans et plus ont pris part à plusieurs disciplines, dont les quilles, le golf, le pickleball, le baseball poche, la pétanque et les cartes. Les gagnants représenteront maintenant la région aux Jeux provinciaux FADOC qui auront lieu à Saint-Hyacinthe le 22 et 23 septembre.
Nous sommes de passage au camping d'Amqui qui amorce sa saison estivale avec un nouveau visage à sa direction générale. Pierre-Luc Denoncourt a récemment été nommé à la tête de l'organisation alors que le camping se prépare à une saison bien remplie avec des activités, des nouveautés et des projets de développement à venir. On en profite pour faire connaissance avec lui, mais aussi pour parler de la programmation de l'été, des services offerts et de la place que le camping souhaite occuper dans l'offre touristique et familiale de la région. Pierre-Luc, bonjour. Bonjour, bienvenue au camping. Ben oui, hein, une super belle journée en plus pour se rencontrer. Tu es arrivé à la direction générale depuis quelques semaines déjà, à l'aube d'une nouvelle saison estivale. Comment ça se passe les premières semaines à la date comme directeur général? Ben, ça se passe très, très bien. Oui. En fait, j'ai une formidable équipe sur laquelle m'appuyer. Évidemment, début de saison au camping d'Amqui, pour ceux qui le connaissent déjà, beaucoup de défis, mais des beaux défis. Puis en fait, des belles choses qui s'en viennent. Puis c'est pour ça que toute mon équipe et moi-même, on travaille fort. Mon entrée à la poste est assez tardive, je dirais, pour le début de la saison. Habituellement, ça se prépare dès le début de l'année, mais tellement heureux d'être là qu'on met les bouchées doubles, toute l'équipe ensemble, puis c'est parfait comme ça. Et c'est quoi qui t'a donné envie de relever ces défis-là de direction générale d'un camping? Bien, premièrement, moi, j'ai tout le temps porté plusieurs chapeaux. Puis là, en fait, je voulais me concentrer vraiment sur une de mes passions. Moi, je suis un passionné de plein air. Je fais du canot camping depuis que je suis dans le sac à dos de mon père. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai fait quelques années à Val-d'Irène. Fait que j'ai souvent été autour de tout ce qui est touristique. Puis là, j'avais le goût aussi de passer plus de temps en famille. Moi, je travaillais souvent à l'extérieur. Donc, quoi de mieux comme environnement estival que de passer l'été au camping avec mon garçon qui joue dans les jeux, puis avec toutes les belles activités qu'il y a ici. Ouais. Puis j'avais le goût aussi de me poser. Hein, rendu, je vais avoir 45 ans, donc on fait des choix différents peut-être de quand on est jeune. Mon côté aventureux l'est peut-être un peu moins. C'est quoi les principaux défis? Parce que c'est quand même un gros camping à Amqui. C'est quoi les principaux défis dans un camping comme ici? Bien, écoutez, le camping d'Amqui, il y a quand même plusieurs particularités qui ne sont pas des enjeux pour tous les campings. Premièrement, sa grosseur. On a quand même 147 emplacements. Pour un camping dans une municipalité comme la nôtre, c'est beaucoup. Puis, contrairement à la majorité des campings de cette ampleur-là, on a nos propres réseaux. C'est-à-dire que l'aqueduc, l'égout, sont complètement indépendants du réseau de la ville. Fait qu'on gère notre propre puits, on a un employé qui est dédié à ça, on a nos propres réservoirs, nos propres tests d'eau. Fait que ça, c'est sûr que ça occupe beaucoup, surtout lors de l'ouverture, après une hivernation. Puis, en plus, je vous dirais qu'ici, il y a eu des merveilleux ajouts. Les gens d'Amqui et de toute la vallée les ont vus. Nos jeux, nos terrains sportifs. Maintenant, le véritable défi, c'est aussi de consolider les acquis qu'on avait. Okay. C'est-à-dire qu'on a plusieurs bâtiments qui sont vieillissants, qui datent des années 70, qui, pendant plusieurs années, ont peut-être manqué un peu d'amour ou de financement. Fait que là, c'est vraiment le temps de s'attaquer au nœud du problème. D'ailleurs, on a fait le tour ensemble. Carl, tantôt, tu as vu que j'ai des chantiers qui sont encore un peu partout. On a ouvert vendredi pour nos saisonniers, mais comme nous, la grande période est vraiment à partir de la Saint-Jean-Baptiste, on s'est dit qu'on allait donner un coup quand même. On a commencé par les endroits où on avait des réservations, puis là, on s'attaque à l'autre bout du camping, qui est le secteur Est. Parce que je crois que les blocs sanitaires, en fait, centrales, qui sont près de la piscine, qui sont en train d'être rénovés. Là, on parle, là, ici, on est au bloc plage aussi. On voit qu'il y a des travaux. Y a-t-il d'autres choses aussi qui est dans les boîtes, on va dire? Bien, effectivement, dans le fond, ce qui a déjà été réalisé cet hiver, dans le fond, on avait besoin d'augmenter notamment notre capacité électrique dans le but de futurs projets. Okay. On a aussi vraiment réglé, là, à chaque année, dans le fond, le réseau d'eau, il était vieillissant. Fait qu'on a fait, je pense, la plus grosse opération de mise à jour sur nos réseaux camping pour le bien de nos campeurs. Là, c'est toujours décevant quand ça lâche en milieu d'été. Fait qu'on a vraiment fait un tour. J'ai environ 50 sites qui ont été retravaillés. Ah oui. On parlait des blocs. Au niveau des blocs sanitaires, le bloc à l'ouest, en fait, a été revampé au complet. Pour les gens qui sont utilisateurs, nos douches avaient des fois des petites variations de température, je dirais ça comme ça pour être poli. Fait qu'on a réglé le problème, dans le fond, dans 50 du bloc, à cet endroit-là.
Au bloc plage où on est, c'est 100 des installations de plomberie qui ont été refaites. OK. Puis à la piscine, c'est ce qui paraît le plus quand on rentre au camping. En fait, il y avait des travaux de structure à faire. Les gens qui utilisaient ce bloc-là l'ont vu avec les années. C'est un gros bloc, assez dispendieux. C'est pour ça que personne s'y était attaqué. Là, on décide de le faire en 2 phases, mais la plomberie est renouvelée pour assurer, dans le fond, à long terme, notamment l'opération de notre piscine. On avait des enjeux de ce côté-là. Puis, on a la moitié, en fait, de tout l'extérieur qui est refait, tout ce qui est visible quand on arrive. C'est ce que tu as vu, Carl, en arrivant, d'ailleurs. Puis, c'est pas terminé. Il nous reste une semaine et demie. La course n'est pas terminée. Fait qu'on va également faire une mise à jour au niveau de la plomberie dans le secteur Est. Fait que là, au niveau des blocs sanitaires, on va avoir pas mal à voir réglé là, pour un autre 20-30 ans, je dirais. Puis là, je sais qu'il y a des plans aussi pour le bâtiment d'accueil qui est, on va être poli, qui est dû. Oui, bien, tu sais, en fait, moi, je m'en cache pas, puis les gens, ils le voient quand ils rentrent à l'entrée. Tu sais, c'est la porte d'entrée de notre camping. Notre camping, là, il est superbe, tout le monde nous le dit. En 2024, on était camping numéro 1 au Québec, selon les campeurs. On a tout ce qu'il faut pour rayonner. Mais quand on arrive à l'entrée, puis qu'on vient pas de la région, puis qu'on sait pas ce qui se cache derrière, bien, évidemment, on peut se dire... T'sais, un peu comme le bloc piscine. D'ailleurs, il date de la même époque. Là. Moi, j'ai ressorti les plans vu qu'on travaille sur un projet. C'est 72, puis c'était même pas neuf à cette époque-là. Ça venait d'anciens bâtiments qui aujourd'hui est la CEPAC. Fait que ça avait déménagé des chantiers du Nord, puis tout ça, puis il avait amené les bâtiments ici. Fait qu'on peut pas chiffrer, mais on est dans les 50-60. Fait on travaille depuis plusieurs années. D'ailleurs, en collaboration avec la Ville depuis des années, il y a au moins 2 autres maires qui ont travaillé à travailler un plan. Puis là, on arrive pas mal à l'aboutissement. Il reste à ficeler quelque chose, mais on espère être en mesure de faire une annonce en quelque part à la fin de l'été ou à l'automne avec différents paliers de gouvernement puis différentes instances. Assurément, on va vous inviter à une future conférence de presse, mais on prépare vraiment quelque chose qui va complètement changer l'image de l'entrée du camping. Très hâte de voir ça. Il y a aussi des locations de chalets qui s'en viennent, qui ne sont pas encore arrivés. Moi, je pensais arriver pour qu'on puisse prendre des belles images de chalets, mais ils ne sont pas encore arrivés. Ils arrivent au courant de la semaine. C'est ça que tu me dis? Effectivement, dans le fond, au courant de la semaine, là, nos nouveaux chalets prêts à camper vont arriver. Après ça, on a à peu près une semaine et demie là, le temps de leur faire une beauté et tous les accessoires qui y entourent parce que ces chalets-là seront équipés d'une grande galerie. Ils ont vu sur le boisé, mais aussi sur le lac intérieur. Donc, ça offre une superbe vue, toute fenestrée. Il va y avoir une grande galerie, barbecue, des divans extérieurs, vraiment de quoi pour les gens. Tu sais, on a quand même une population qui est vieillissante. Il y a certains campeurs aujourd'hui, là, les roulottes, là, c'est des grosses choses, 30 pieds, 40 pieds. Installer ça, c'est pas évident. Fait qu'on voulait trouver une alternative pour tous ces campeurs-là qui pensent à vendre leurs installations ou tout simplement les familles qui n'ont pas les moyens de s'équiper puis qui disent « Moi, pendant une fin de semaine, je veux vivre l'expérience camping ou je veux juste essayer ça. » Fait qu'ils vont être installés cette semaine. Je t'invite à venir prendre des images. Oui, on va essayer de prendre des images avant que ça paraisse pour pouvoir les mettre. Là. Exactement. Puis, ces chalets-là, ce qui va être intéressant, c'est que dans une optique moyen terme, on pourra les offrir peut-être au-delà de l'été. Parce qu'on les a pensés, finalement, 4 saisons. Il y a un petit foyer à l'intérieur. Donc, ils vont être autonomes de notre service qui est hivernisé l'hiver. Fait que je pense aux gens du VTT au printemps de bonheur. Le club quad, là, qui est très dynamique ici. Je pense à tous les gens qui font des randonnées motoneige dans la plus belle place au monde. Ils seraient disponibles l'hiver. Fait qu'ils vont peut-être être disponibles, au moins, du moins, dans un premier temps, probablement qu'on va étirer la saison, puis on va évaluer la demande. Parce que pour l'automne, ça serait super beau aussi. Exactement. Là, les couleurs ici, les gens viennent visiter Val d'Irène pour les couleurs puis tout ça. Fait que, dans le fond, c'est une offre de service qu'on veut étirer dans le temps, dans une optique éventuellement, dans un monde idéal. On le sait, c'est d'actualité là, en Gaspésie de retenir les touristes toute l'année. Fait qu'on veut participer à ces initiatives-là de Tourisme Gaspésie, en fait. Là, il y a aussi des nouveautés au niveau des locations d'embarcation. Donc, avant ça, tu m'as expliqué tout à l'heure, mais c'était dans le lac intérieur.
Chose qui n'est moins possible présentement. Oui, effectivement. En fait, le camping, comme plusieurs, en fait, dans le domaine touristique, on est les premiers acteurs des changements climatiques, comme tu le sais. On en vit déjà les impacts. Tu sais, on a un des plus beaux lacs du Québec. Puis quand on le regarde, il n'a pas l'air d'avoir changé. Mais à l'intérieur, il change. Notamment dans notre lac intérieur. Même qu'à cette date-ci, Carl, on est déjà plus capable de passer avec une embarcation. Nous, on a un petit pont, dans le fond, là, qui passe pour donner accès à la presqu'île. Puis à cet endroit-là, il n'y a plus d'eau. Notre lac, son niveau baisse légèrement. Puis comme nous, on était déjà limite, bien, on a décidé de transférer. En fait, on a déjà l'endroit idéal où on avait, dans le fond, nos embarcations adaptées. Fait qu'on a décidé de tout concentrer ici. Fait que c'est les gros travaux qui se passent présentement qu'on entend peut-être un peu à l'arrière. Dans le fond, on est en train de transformer. On avait un entrepôt ici, là, à proximité du bloc sanitaire, qu'on transforme en kiosque de location carrément. Fait que mes paddleboards, mes pédalos, mes kayaks adaptés, mes planches à pagaie adaptées, tout va être concentré ici, puis je vais vraiment avoir quelqu'un qui va accompagner les gens, donner des consignes de sécurité, puis vraiment être présent pour eux, pour qu'en fait, on puisse faire découvrir aussi ces sports-là, peut-être à des gens qui n'auraient pas le réflexe de le faire, qui sont plus des bateaux motorisés, mais avec l'aide de mes préposés, bien, ils vont avoir un merveilleux plaisir, puis ils ont aussi le terrain de jeu. Pour débuter ici. Ils ne sont pas obligés d'aller sur le lac. Parce que le lac intérieur, on fait le tour vite. Là. Oui, exactement. Le lac était beaucoup plus petit. Puis évidemment, pour ceux qui étaient moins agiles, là, c'est pas tout le monde qui est capable. Puis maintenant qu'on a en plus un paddleboard géant, familial, bien, quand tu as 2 enfants sur ton paddleboard avec toi, bien, tu t'occupes de tes enfants puis de la rame, tu t'occupes pas de traîner ton paddleboard dans le sable, si on peut le dire comme ça. Effectivement. Fait que c'est ce qui va se passer ici. C'est une belle nouveauté. Puis j'ai déjà parlé avec mes campeurs saisonniers, puis pour eux, ils disent que c'est un must. Fait que moi, je m'attends à beaucoup de locations. Super. Si on retourne du côté de la programmation, parce qu'il y a quand même des activités tout l'été au camping, c'est quel genre d'activités qu'on va pouvoir retrouver? Puis est-ce que c'est accessible aussi à tout le monde? C'est les citoyens comme moi qui ne campent pas nécessairement. Est-ce qu'on peut venir? Ben oui, tout à fait. En fait, moi, lors de mon entrée, j'ai présenté un plan au conseil d'administration. Puis une des sections de ce plan-là, c'était justement les communications, les événements. Moi, j'étais un gars qui a fait beaucoup d'événementiels étant plus jeune, organiser des festivals, tout ça. Puis, on a déjà une personne formidable au camping qui s'appelle Lisa Tardy, qui est en charge des événements que je dirais campeurs. C'est quand même ouvert à tous, mais c'est plus les campeurs qui les connaissent. À toutes les fins de semaine, on a des chansonniers déjà, on a déjà des moitié-moitié, on a plein d'activités intéressantes comme une fête mousse et glissade d'eau. C'était des incontournables qui marchent déjà bien. Moi, tout ce que je veux faire, en fait, c'est donner les moyens à Lisa puis l'accompagner dans des événements de plus grande ampleur. Puis, le but de ces événements-là, c'est justement de rassembler les gens d'Amqui. Tu sais, en fait, là, historiquement, le camping, avant, il était municipal. Maintenant, on a un amphithéose. Donc, le camping, il bat de ses propres ailes. Mais je veux la même belle collaboration. Puis, on a un super service des communications, là, à la ville, qui est pré-embarqué là-dedans. Puis, avec des partenaires locaux aussi. Fait que, je peux déjà annoncer qu'en partenariat avec Diffusion Mordicus, puis avec la ville d'Amqui, on va présenter un spectacle à grand déploiement. Je vais laisser la ville donner tous les détails, mais je pense que vous pouvez déjà en trouver sur leur site Internet. Chacun notre chapeau. Dans le fond, la ville s'occupant des communications principalement, Diffusion Mordicus, bien, vous savez ce qu'il fait dans la vie. Donc, tout ce qui est l'organisation du spectacle. Puis nous, en fait, on sert de salle. À air ouverte. Puis on attend plusieurs centaines de personnes. C'est un magnifique spectacle. Puis ce genre d'événements-là, je veux les multiplier. Tu sais, dans le fond, ce que je suis en train de travailler, dans le fond, à avoir davantage d'espace pour que les gens puissent se stationner, pour que tous les gens de la Matapédia peuvent venir profiter de notre camping. Puis notre camping est toujours ouvert. Ce qui est quand même une particularité. Il y a beaucoup de campings qui sont privés. Nous, on a, bien sûr, on a quelqu'un à l'accueil qui va vérifier les entrées-sorties. Par contre, notre stationnement est très accessible. Donc, pour 4 $ les gens se stationnent et profitent des terrains sportifs, de la piscine, de tout pratiquement. Il y a un petit frais supplémentaire, mais pour 6 $ ils ont accès à la piscine toute la journée s'ils veulent, puis même en soirée. Fait l'idée, là, c'est que le camping devienne, dans le fond, un milieu de vie. Pour tous les Matapédiens. Moi, c'est mon souhait. Puis avec ces nouveaux spectacles-là qu'on va présenter, bien, je pense que ça va leur permettre de découvrir nos installations pour ceux qui ne sont pas campeurs.
On va surveiller ça de près. Oui. Si on veut suivre la programmation, justement, ou réserver même au camping pour les gens qui voudraient peut-être profiter du nouveau chalet. Oui, tout à fait. Puis j'invite les gens à y aller rapidement parce que pour la haute saison, les chalets sont déjà beaucoup en demande. Okay. Puis je vous dirais qu'évidemment, on a un incontournable de la fête des guitares. On est déjà complet. Ah oui? Oui, même que si on pourrait rajouter des cases, on le ferait. Puis, en fait, plusieurs moyens. Oui. On a toujours un préposé à l'accueil qui est là de 7h30 le matin à 11h le soir, qui est prêt à répondre à vos téléphones pour les gens qui sont moins familiers avec les nouveaux moyens de communication. Sinon, on a notre site Internet, réservation en ligne. On clique 24 heures sur 24. Okay. Ils peuvent même être accompagnés pour les gens qui sont moins familiers avec ma personne à l'accueil. Cette année, une grosse nouveauté, plutôt rare dans la Matapédia. Mon équipe d'accueil est presque à 100% bilingue. Ah oui? Fait que j'invite les gens du Nouveau-Brunswick, les gens de la Nouvelle-Écosse et de partout. Donc, on sait que dans la région de Montréal, il y a aussi les deux langues. Fait qu'il y a ça. Puis, un peu le même principe. Pour les activités, la place centrale, c'est le Facebook. Il va être beaucoup plus dynamique cette année. On opère un virage communication. Fait on se partage ça, moi puis Lisa, là, dans le fond. Lisa, pendant les vacances scolaires, elle peut s'occuper là, souvent de son Facebook. Puis moi, je couvre les soirs, je couvre les fins de semaine. Je réponds aux gens le plus rapidement possible. Ouais, c'est bon. Parfait. Bien, comme ça, on suit ça de près. Parfait. Merci, Pierre-Luc. Bien, merci infiniment, puis bienvenue à tous, puis à vous aussi. Oui, merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Le site patrimonial de pêche Matamaja se prépare à accueillir les visiteurs pour la saison estivale 2026 avec une programmation variée entre patrimoine, culture et activités familiales. Nous avons rencontré Sarah Bérubé, médiatrice culturelle et responsable des collections, afin d'en apprendre davantage sur ce qui attend le public cet été à Cours-Abscal. Sarah Bérubé, on est ici au site patrimonial de pêche Matamaja pour parler en fait de la programmation d'été, parce qu'on va voir, comme on peut voir, en fait, il fait très beau, on est dehors, fait que l'été approche à grands pas. Mais avant, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'exposition, savoir est-ce qu'il y a des nouveautés un petit peu cette année, y a-t-il des changements? Oui. Bien, déjà, on est chanceux parce qu'on a remporté un prix pour cette exposition-là à l'automne, donc justement pour la qualité de l'exposition. Mais on a décidé aussi cet été de rajouter comme un petit complément en fait, donc des gens parfois du coin qui ont le goût de revenir la voir, puis ils savent pas trop par où la prendre, je vais le dire comme ça. Mais enfin, on a créé des parcours personnalisés. Donc quelqu'un qui est plus intéressé envers la pêche, bien, il pourrait venir faire un tour, plus en écoutant, on va leur fournir un plan avec justement les différents emplacements dans le musée et dans la cour. On a un parcours qui est plus axé vers l'histoire en général. C'est des gens du coin qui veulent en apprendre plus sur l'histoire plus locale, donc de Cours-Abscal, le développement en fait de la Matapédia. On a un parcours pour eux autres et un parcours aussi plus familial. Donc, c'est une nouvelle expérience qu'on a décidé de faire. Parfois, les gens sur la route manquent un peu de temps aussi. Donc, on leur offre ce parcours-là qui va peut-être être plus accessible pour eux. Puis au niveau de la programmation d'été, j'imagine qu'il y a des spectacles, ça se passe soit au bistrot, ça peut être dehors aussi, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de qu'est-ce qui s'en vient? Oui, bien en fait, au tout début, dans notre bistrot, tu en as parlé un peu, on va avoir une exposition temporaire qui va raconter le 150e anniversaire de l'Intercolonial, qui était le chemin de fer qui passait à l'époque ici. Donc ça, c'est en collaboration avec les Jardins de Métis. C'est une exposition qu'on appelle itinérante, donc qui va se promener. Mais nous, on est chanceux, on est vraiment les premiers à la voir. Donc, on a l'exclusivité. L'année prochaine, elle va être dans différents endroits, mais nous autres, on l'a vraiment ici en premier. On a fait un appel, justement, témoignage, je pense en avril, pour recueillir des objets, des témoignages, des informations sur la gare à Cours-Abscal. Donc, on remercie déjà tous les gens qui ont participé. Et c'est ça, ça donne un peu l'exposition qu'on va avoir dès le 28 juin jusqu'au 22 août. Donc, les gens vont pouvoir venir visiter. Ça va être gratuit dans le bistrot aussi. OK, super. Oui. Puis après ça, de nouveau, il va y avoir des spectacles, j'imagine. Oui, mais on va en avoir un. Donc, on avait recentré, il y a 2 ans environ, un peu notre mission. Donc, on est vraiment du côté musée historique. Donc, les spectacles, on commence à avoir beaucoup de festivals aussi dans le coin. Donc, on leur laisse ça, ils sont super bons. Mais on a décidé de refaire notre fameux souper bénéfice qu'on a depuis 2-3 années aussi. Donc, c'est toujours avec la fille du pêcheur. Ils nous font un service, repas 4 services. Ça va être délicieux. Ça, c'est à 18h le 16 juillet.
OK, puis c'est ici au bistrot? Ça va être ici au bistrot, exactement. Donc, les billets sont à 100 $. Donc, c'est un souper bénéfice pour encourager justement le musée. Mais oui. Je dis 100 $. En fait, c'est 125 mais pour les membres, c'est 100 $. Donc, ils ont un rabais d'environ 20 Donc, on peut devenir membre par la bande pour pouvoir profiter du rabais. Être membre en plus, c'est 25 $ individuellement. Puis, tu as accès gratuitement tout l'été à l'exposition du musée. Donc, parfois, pour amener de la visite, c'est pratique. De venir 2-3 fois, tu payes ta carte de membre, comme je disais, 20 % au souper. Puis après ça, tu viens comme tu veux au musée. Okay. Puis après le souper, c'est là qu'on a le fun, le spectacle. Oui. Donc, on est chanceux, on a réussi à avoir le Tapageur, qui est un groupe local, qui sont super le fun, on a parlé un peu de ce qu'on voulait, de quelque chose qui va faire danser les gens, bouger les gens. Donc, ça va être sur notre terrasse qui est juste ici. Donc, ça va justement faire bouger la 132. Les gens, ce qu'on leur dit juste, amenez votre chaise, une petite laine, parfois ça peut être un peu froid. Là. Donc, ça, c'est à 20h, puis ça va être gratuit. Donc, on invite vraiment toute la population à venir avec nous autres. Puis après ça, qu'est-ce que vous avez d'autre dans la programmation? Y a-t-il des conférences, des choses comme ça? Oui. Bien, déjà, on a eu une première conférence en avril avec Pascal Alain sur l'affaire Coffin qui a fonctionné. Les gens étaient au rendez-vous. On est vraiment contents de ça. Fait qu'on voit qu'il y a un intérêt pour l'histoire, des conférences historiques. On va en avoir une prochaine le 30 août avec M. Pierre Lahoud. Donc, M. Lahoud, c'est vraiment une sommité en histoire, en patrimoine. Dans les journaux, mettons Le Soleil, parfois on voit des photos aériennes. C'est tout lui qui prend ça. Donc, il est vraiment très reconnu et il a sorti l'année dernière un livre sur les camps de pêche au Québec. Donc, nous, on s'est dit, on est un ancien camp de pêche. Il parle dans son livre de nous. Donc, on l'a approché, on a dit, seriez-vous intéressé? Puis même lui, il était comme, hey, ça ferait une belle boucle dans la présentation de mon livre de venir le présenter dans un ancien camp de pêche. Puis on est des seuls camps de pêche qui est accessible à la population comme ça. Donc, on est vraiment contents. C'est une exposition, une conférence qui va être gratuite. Donc, on invite encore une fois tous les gens à venir. C'est un dimanche 30 août à 13h. Donc, rencontrer Pierre Lahoud. Il va y avoir aussi une exposition de voitures. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de voitures aussi? Oui, il nous reste encore quelques, désolé l'anglicisme, mais des spots ouverts pour des voitures, parce qu'on s'entend, ça prend de l'espace quand même, des voitures à l'extérieur. Là. Mais oui, on voulait essayer. Des voitures anciennes, on trouve ça le fun. Un musée, encore une fois, on parle des vieilles affaires, donc on aime ça. Donc, ça va être le 22 août, qui est un samedi, si je ne me trompe pas. À partir de 9h, les gens peuvent venir jusqu'à 16h. Ça va être dans la cour. On va leur faire justement des petits explicatifs de telle voiture, l'histoire un peu de chaque voiture. Les propriétaires vont être là, donc venir en parler, ça va être super le fun. Et on fait une remise de prix. Donc, on a un prix coup de cœur, justement, du public, ceux qui vont pouvoir voter. C'est ça. Donc, on va faire une belle remise de prix vers, je pense que c'est 15h, 15h30. Puis juste avant, on a rajouté un petit quelque chose, mais on voulait faire un peu voiture ancienne, un terme des années 50-60. Donc, il va y avoir des activités sur la cour et notamment, on va faire un jeu, La Fureur, années 60. Donc, on a trouvé notre animateur pour ça. Donc, ça va être vraiment une activité, je pense, familiale. La visite au musée va être gratuite cette journée-là. Donc, on veut vraiment que les gens viennent célébrer la fin de l'été en même temps au musée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on oublie un petit peu pour la programmation cet été? Y a-t-il d'autres choses? C'est pas mal complet. On a travaillé justement sur tous ces aspects-là. Maintenant, c'est aux gens, s'ils veulent venir visiter, avoir du fun. Parfois, décrocher de la maison à 2 pas de chez eux, on est là pour ça. Le site est ouvert déjà ou ça va ouvrir bientôt? Là, on est ouvert ça va être diffusé, on regarde, je pense à la date, ça va être diffusé le 12 Le 12, juin. On va ouvrir le dimanche le 14 juin, donc juste à temps. Présentement, là, on a des groupes qui viennent visiter, mais le 14, ça va être vraiment toute la population qui va pouvoir venir jusqu'à la fin septembre. Donc, les gens ils ont le temps de venir. Super. Puis le bistrot, si on veut venir, et des heures d'ouverture, est-ce qu'on peut Le bistrot, ça va être les mêmes heures que le musée. Comme j'ai dit, ça va être vraiment, en fait, l'exposition de train qui va être là. Donc, ça va être ouvert sur nos heures d'ouverture. Donc, à partir du 14 juin, tous les jours de 9h à 17h. Venez prendre un petit café. Puis, oui, c'est ça. Profiter. Un petit amuse-bouche ou un petit... c'est ça. Super. Mais merci beaucoup, Sal. Merci à toi. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. À l'approche de la prochaine rentrée scolaire, le Centre chrétien d'Amqui sollicite la population afin d'aider les jeunes de la région à obtenir du matériel scolaire pour la rentrée 2026. Nous nous sommes rendus sur place afin de parler d'opération sac à dos avec Marie-Michel Voyer qui s'occupe de cette campagne de solidarité.
On est ici au Centre chrétien aujourd'hui pour venir rencontrer Pasteur Denis. Bonjour, Denis. Vous avez un nouveau projet en cours de route, un nouveau projet pour financer, encore là, pour aider les jeunes. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, écoute, juste pour l'introduire, Carl, notre comité missionnaire a ouvert une porte pour pouvoir prendre soin des enfants dans la région. Et on veut préparer des sacs à dos scolaires pour les enfants dans le besoin, les familles dans le besoin. Et pour cela, c'est le personnel qui fait que ça fait une différence. Les gens qui s'impliquent et Marie-Michel a bien voulu s'impliquer dans ce domaine-là. Et vraiment, ça fait des années, Carl, qu'on voulait faire quelque chose. Mais ça prend toujours une personne qui s'implique. Et Marie-Michel est cette personne choisie qui a à cœur les enfants et qui veut faire la différence dans la région pour aider les familles à partir sur le bon pied. En tout cas, pour être mieux préparées pour la saison scolaire prochaine. Oui. Puis là, dans ce cas-ci, c'est vraiment une mission locale. C'est pas comme, disons, Opération Enfant Noël, si on compare, qui était plus une mission internationale. Oui. Là, c'est vraiment local. Oui, c'est ici, les gens qui vont être les donateurs vont investir dans les familles d'ici. OK. Donc, on va aller discuter de ça avec Marie-Michel. Merci, Denis. Marie-Michel, c'est l'opération Sac à dos. Je pense que c'est un peu de ta mission que tu t'es mis un peu sur les épaules. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce projet-là? Bien, c'est comme Pasteur le disait tout à l'heure, ça faisait déjà quelques années qu'on cherchait une façon de bénir les enfants de la région, de redonner. Puis, on cherchait quelque chose qui passerait par autre chose que Noël. On trouvait qu'à Noël, c'est une fête qui est précieuse pour nous, mais il y a déjà beaucoup d'organismes qui supportent les enfants, les familles en difficulté dans la région à ce moment-là. Donc, on s'est inspiré d'un projet qui existe déjà dans d'autres églises. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça, ça existe dans d'autres églises, mais le principe, c'est d'amasser des fonds, puis de préparer des sacs à dos avec ce que les enfants ont vraiment besoin. Là. Ça va suivre la liste de rentrée scolaire. Fait que moi, j'aime dire que c'est un sac à dos clé en main. Donc, l'enfant a tout ce qu'il faut pour rentrer à l'école. Fait que ce qu'on veut, c'est soulager un peu. Dans un moment où on sait que pour les familles, financièrement, septembre, c'est un moment où ça peut être plus lourd. Donc, ce qu'on veut, c'est soulager des familles qui sont plus vulnérables. Okay. Puis là, ça c'est pour des enfants, disons, locaux, on va dire, pour matapédiens en général, là, j'imagine. Donc, là, j'imagine que c'est pas vous directement qui choisissez les enfants. Par où, avec qui vous faites affaire? Bien, c'est ça. Comme c'est la première année, on s'est arrimé avec les Grands Amis, qui sont un organisme qui travaille avec des familles plus vulnérables, puis avec des enfants qui sont d'âge scolaire, puis qui touchent toute la Matapédia. Donc, on trouvait que c'était l'organisme numéro 1 là, pour nous accompagner dans ce projet-là. Donc, cette année, c'est les Grands Amis qui vont cibler les enfants qui pourraient recevoir des sacs à dos. Okay. Donc, notre objectif de campagne, c'est 3 500 $ pour 35 sacs d'école. Le chiffre, il vient justement de là. Donc, avec les Grands Amis, eux auraient ciblé 35 familles qui pourraient bénéficier d'un sac à dos. Donc, c'est pour ça que cette année, l'objectif, c'est ça. OK. Et là, si on veut donner, on passe par où? On fait quoi? Donc, il y aura pour les entreprises, ils seront sollicités directement par moi dans le courant de la campagne. Pour la population en général, en ce moment, il y a une campagne sur la plateforme Zephy. Vous voyez là, le sac à dos. Donc, c'est l'image là, que vous allez retrouver. Ça s'appelle Opération Sac à dos sur Zephy. Ça va être aussi là, publié dans les médias sociaux. Vous la verrez passer. Donc, pour la population en général, c'est la plateforme qu'on a favorisée pour les dons. Puis, si jamais quelqu'un n'est pas à l'aise à faire des dons via des plateformes en ligne, est-ce qu'il y a moyen aussi de donner des sous directement? Oui, c'est sûr que
les gens qui voudraient me donner directement pourraient téléphoner au centre chrétien là, puis venir faire leurs dons quand que, le bureau est ouvert. Puis la campagne là, est active depuis le 7 juin. Oui. Puis elle va être active jusqu'au 19 juillet. Donc, ça nous donne 6 semaines pour amasser les fonds. À partir de là, on sera capable de dire, OK, on en a finalement pour les 35 ou pour 20 sacs ou peu importe. Et ensuite de ça, les familles vont être contactées par les grands amis pour qu'elles sachent si oui ou non elles ont un sac d'école. Puis, c'est ça, là, vers la mi-août, là, les enfants vont pouvoir recevoir leur sac d'école. Super. Bien, comme ça, on va surveiller ça de près, puis on vous souhaite d'amasser tous les fonds pour aider tous ces beaux jeunes-là. Merci. Merci. Les détecteurs de fumée sont essentiels pour assurer la sécurité à la maison, mais encore faut-il savoir où les installer, quand les remplacer et comment bien les entretenir. André Véro, qui est chef aux opérations prévention du service d'incendie de la MRC de la Matapédia, est venu nous donner quelques conseils importants à ce sujet. André Véro, merci beaucoup d'être encore avec nous aujourd'hui. On va parler de détecteurs de fumée aujourd'hui. Combien il en faut? Faut les mettre où? Y a-t-il des petits trucs pour pas que ça fasse trop de fausses alarmes, comme on dit? Effectivement. Donc, lors de nos visites de prévention, ce qu'on demande aux citoyens, c'est d'en avoir un par étage. Pour être capable de les avertir rapidement, pour être capable d'évacuer, parce que le but c'est ça. Les stratégiques, c'est surtout ceux-là près des chambres, parce qu'on veut être que ça être capable de nous réveiller la nuit. Fait qu'on s'assure de ça lors de nos visites de prévention, que les gens en aient assez. Oui. Puis maintenant, les détecteurs de fumée, il y en a toutes sortes. Il y en a avec des piles 10 ans, des piles 3 ans. Tu sais, donc changer pour ceux-là qui ont peur d'oublier de changer leur pile à toutes les années, c'est-tu des choses qui sont bonnes aussi? Oui, ben ce qu'on retrouve dans nos quincailleries, soit qu'on remplace la pile à chaque année. Il y en a qui a la pile est scellée dedans, c'est une pile au lithium. L'avertisseur et la pile sont bons pour 10 ans. Parce que l'avertisseur de fumée, qu'il soit électrique ou à batterie, il est bon pour 10 ans. Des fois, les gens ont le sentiment, moi, mon avertisseur est électrique, il est bon tout le temps. Non, il n'est pas bon tout le temps. Il y a vraiment une péremption, lui-ci, de 10 ans. D'ailleurs, ce qui est le fun maintenant, c'est qu'on a une belle étiquette de coller sur le côté de l'avertisseur qui nous dit en quelle année le remplacer. Fait que nous, quand on fait nos visites de prévention, c'est ce qu'on regarde, qu'on s'assure que la date de péremption n'est pas dépassée, puis on y fait un petit test là, avec de la petite fumée en canne. On a du smoke check en anglais. Là. Fait que c'est avec ça qu'on les vérifie pour être sûr qu'ils fonctionnent comme il faut en cas d'incendie. C'est bon. Puis ça, c'est quoi qui passe là-dedans? Dans le fond, c'est le système qui détecte la fumée, j'imagine? Oui, exactement. Il y a différents systèmes. Il y a photoélectrique puis par ionisation. C'est 2 systèmes qui sont différents, qui vont agir là, différemment, puis qui vont être plus adéquats pour certaines pièces de notre maison. Les avertisseurs de fumée, on peut les placer au plafond, puis on peut les placer au mur aussi. Généralement, les maisons d'Astor sont rendues avec des aires ouvertes vraiment grandes. On veut des grandes pièces, on veut des grandes aires ouvertes, surtout salon-cuisine. Ce qui fait que des fois, les avertisseurs de fumée se retrouvent près des cuisinières, sont au plafond, puis là, ils sont tout le temps déclenchés à cause qu'on ouvre le four ou le toaster, des choses comme ça. Puis les gens, des fois, ont tendance à les enlever. Fait que ce qu'on fait dans ce temps-là, quand les gens nous disent ça, on leur dit « OK, c'est bon, vous pouvez le placer au mur. » Un avertisseur de fumée, ça peut se placer au mur entre 6 et 12 pouces du plafond, puis il va être efficace en cas d'incendie, mais pour ces petites fausses alarmes-là, si on peut appeler ça comme ça, là, il va créer moins de faux déclenchements, là, puis ça va régler bien des problèmes. Là. Exactement comme si on a un poêle à bois au sous-sol, de le mettre au plafond, pas loin du poêle à bois, c'est pas une bonne idée. On peut faire la même chose, le placer au mur. Parfait, super. Puis là, des fois, on a justement un poêle à bois, tu en as parlé. On a un garage avec une voiture dedans. Des fois, le détecteur de fumée, c'est peut-être pas suffisant. Il y a des détecteurs de monoxyde de carbone aussi. Exact. Détecteur de monoxyde de carbone, comme tu as dit, soit qu'on a un appareil de chauffage auxiliaire, peu importe ce qui brûle, du bois, des granules, grosse propane, puis on a un garage attaché après la maison, l'idéal, c'est d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Puis ce qu'on dit aux gens, ce qu'on conseille aux gens, c'est à partir de l'appareil de chauffage, le premier étage où ce que dorment les gens, c'est là que devrait être installé un détecteur de monoxyde de carbone, si on veut l'installer juste un. Si on veut l'installer sur tous les étages, bingo. Oui, parce que maintenant, il y a même les combinés, donc qui est détecteur de fumée et monoxyde de carbone. Oui, puis on est gagnant à prendre un avertisseur comme ça. Pourquoi? Parce que le fabricant garantit les deux
le combiné qui fait fumer monoxyde de carbone. Puis les gens, il ne faut pas qu'ils fassent de saut. L'avertisseur va parler pour dire qu'est-ce qu'il a détecté. Le fabricant va garantir les 10 ans. Au lieu d'avoir juste un monoxyde de carbone qui se branche dans une prise de courant, que la garantie va être moins que 10 ans de remplacement, ben c'est ça. Là, on est regagnant vraiment à prendre un combiné. Là. Parce que les monoxydes de carbone, ça, on le sent pas, on le voit pas. Exact. Si, mettons, on a fait l'erreur de ne pas en mettre chez nous, oui. En attendant d'en mettre un, on va dire aux gens qui nous écoutent d'en mettre un. Oui, effectivement. Si, mettons, ceux qui n'ont pas encore, oui. C'est quoi les symptômes? Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on a une fuite de monoxyde de carbone? Ben, pourquoi on lui demande d'installer des détecteurs? C'est parce que la nuit, on s'en rendra pas compte, mais de jour, quand on va être à la maison, ben, on va avoir un maux de tête, étourdissement, nausée, puis des fois, on va dire hey, « j'ai mal à la tête, je file pas bien », puis ton conjoint dit hey, moi aussi, je suis la même chose. Oh, là, c'est parce qu'il se passe de quoi? Là. Si le poêle à bois marche, généralement, ça va arriver dans la phase de détérioration. Quand il part pour s'éteindre, ben, la cheminée est moins chaude, il y a moins de tir. Ça se peut que le monoxyde rentre dans la maison au lieu de sortir dehors. Okay. L'entretien qu'on a à faire, c'est de faire nettoyer notre cheminée régulièrement, vérifier notre corde là, qui fait l'étanchéité de notre porte de poêle à bois. Ça peut être des signes. Des fois, ça va se produire aussi quand le poêle va partir pour s'éteindre, puis on fait marcher une fan de poêle ou une fan de salle de bain. Des fois, c'est juste assez pour... Des fois, on sent un petit peu le créosote. Il peut rentrer du monoxyde en même temps là, qu'on a notre petite senteur de créosote. Là. OK, tu vois, c'est de quoi que... c'est un indice. J'ai pas fait le lien, mais c'est vrai que les hottes de poêle... Oui, des fois, ça fait revirer. Les maisons sont trop étanches. Oui, fait que c'est ça. Donc, même pour le garage, quand on a une voiture, il y a peut-être moyen d'avoir de la ventilation, quelque chose? Oui, bien, ils nous disent quand on fait partir notre voiture de laisser la porte ouverte du garage, mais on devrait quand même, aussitôt qu'on a un garage attaché après une maison, même si on n'a pas de poêle à bois, on devrait se munir d'un détecteur de monoxyde de carbone, parce que ça peut s'infiltrer. Des fois, quand il fait fret l'hiver, puis on a une souffleuse, ça ne tente pas trop d'ouvrir la porte pour la faire marcher. Ben, ça se peut que tout l'appareil à combustion, là, combustion, ça développe du monoxyde. Puis c'est aussi, comme on en parlait avant qu'on commence à enregistrer, mais les voitures aussi maintenant font plus de bruit. Effectivement. Tu n'as plus besoin d'enlever la clé. Fait que, tu peux débarquer, tu es un peu dans l'une, tu laisses ta voiture virer, tu t'en rends pas compte, tu t'en vas dans la maison, puis elle vire toute la nuit, puis tu ne travailles pas le lendemain matin. Oui, exactement. C'est des choses à faire attention. C'est pour ça qu'on suggère aux gens, là, quand il y a des garages attachés après la maison ou un appareil de combustion, peu importe la combustion, de se munir de détecteurs de monoxyde de carbone. Puis ça se trouve dans... N'importe quelle quincaillerie. Oui, super. Vous avez ça. Merci beaucoup, André. Merci à toi. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La Bibliothèque Bertrand B. Leblanc soulignait récemment le lancement d'un livre bien spécial né d'un projet intergénérationnel réunissant les membres de son club d'écriture et des élèves de l'école de Lac-au-Saumon. Intitulé « Le fil de nos imaginaires », l'ouvrage met en valeur la rencontre entre les mots, les illustrations et de la créativité de différentes générations. Nous étions sur place pour découvrir ce projet qui est rassembleur et qui témoigne à sa façon de l'importance de la transmission de l'imagination et du lien communautaire. Comment cela a débuté? Bien, c'est le club d'écriture de la bibliothèque qui m'a interpellée l'été passé en me disant hey, « Caroline, on s'est donné le défi d'écrire des contes pour enfants. Puis là, on a comme un recueil. On peut-tu faire de quoi avec ça? » Et là, ça a fait « Hey, bien, c'est sûr qu'on peut faire de quoi. » Donc là, on a interpellé les professeurs de 4e, 5e et 6e année en proposant l'idée de voir... Ça fitterait-tu de faire travailler les jeunes pour illustrer un livre, un album jeunesse? Ça n'a pas été long, là. Je pense que les réponses sont rentrées en 30 secondes là, en me disant hey, « Oui! » Fait que là, OK, on va y aller pour vrai. Là. Donc, on a entamé le travail. Les jeunes ont finalisé ça là, aux alentours de février-mars. Fait que là, vous comprendrez qu'on a fait un sprint, nous autres, pour combiner tout ça, monter tout ça, puis qu'aujourd'hui, on a un livrable. Okay? Il est rentré lundi. Ça vous donne une idée d'à quel point notre échéancier était serré. On se croisait les doigts pour qu'il soit là pour aujourd'hui, parce que nous autres, on avait calé la shot pas mal pour ça. Puis juste un petit mot aussi sur les livres. Donc, vous comprendrez que des livres, plus on en fait faire d'exemplaires, moins ils coûtent cher. Là, on a une édition limitée. On a fait imprimer 250 livres.
Il y en a qui vont être en vente là, au coût de 30 $, puis là-dessus, on ne fait aucun profit. Okay? Le but pour nous, c'était pas de faire du profit, c'était vraiment de mettre de l'avant les talents qu'on a ici. Donc, on a des gens qui sont capables d'écrire, on a des jeunes en plus qui sont motivés pour dessiner, pour participer à des projets comme ça. Fait que pour nous, le but, c'était vraiment juste de mettre ça de l'avant. Donc, je vais inviter Cathy Ouellette et Marika Côté qui sont... nous sommes, dans le fond, le petit comité là, qui a mené le projet jusqu'au bout. Puis, sans elles, je peux vous dire qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, on voulait dire un énorme merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce projet, de près ou de loin. Et petite surprise, on remet une copie à tous les élèves et toutes les dames du club d'écriture. Ils n'aiment pas qu'on dise dames retraitées, mais c'est des dames retraitées. Fait que voilà, fait que tous les élèves qui ont illustré le livre auront une copie gratuite. Et donc, voici le livre, le résultat du livre. J'ajoute un petit quelque chose qui n'est pas sur le texte, mais si vous remarquez, en bas, c'est écrit tome 1. Alors, on vous invite déjà pour l'an prochain pour le tome 2. C'est un beau projet. Ça fait 6 ans qu'on écrit ensemble. On voulait toujours écrire un conte. Puis là, c'est arrivé. Puis, mais quand on l'écrit, on ne pensait pas qu'on se rendrait à un livre comme ça. Vois-tu? Puis de petit point en petit point, on a proposé, on l'a offert à la bibliothèque. La bibliothèque a dit hey, il faut faire quelque chose. Puis les élèves ont embarqué. Puis... mais on a des projets pour l'an prochain, là. Parce que là, oui, parce que là, vous avez parlé d'un tome 1, fait qu'il va y avoir un tome 2 probablement. On nous a proposé qu'est-ce qu'on ferait pour l'an prochain. C'est que là, on ferait l'inverse de ce qu'on a fait avec lui. On n'écrirait pas notre conte en premier. Les élèves nous proposeraient des dessins et on écrirait un conte par rapport, suite à leur dessin. Fait que c'est ce qui nous est proposé et qu'on est... On a pas mal accepté ça, mais c'est un gros défi parce que là, ça nous met la barre haute pour l'an prochain. Là. Puis comment ça vous a été proposé, ce projet-là? Ça fait-tu longtemps que c'était sur les rails? Non. Il y a 1 an, on a écrit notre conte, puis de fil en aiguille, la bibliothèque a dit on va faire quelque chose avec. C'est comme ça que ça s'est... Mais c'est beaucoup l'équipe de la bibliothèque qui ont travaillé. Après nous, on a laissé ça aller. Puis, vois-tu, on a le résultat aujourd'hui. On prend les honneurs, mais les bénévoles de la bibliothèque ont beaucoup travaillé. Là, ouais. Est-ce que vous avez rencontré un peu les enfants dans le processus? C'était quoi la dynamique? Non, pas du tout. Nous, on n'a rien vu. Okay. Nous, on voit le livre aujourd'hui. On n'a pas vu du tout ce que les enfants ont fait. C'était la surprise. Ah ouais? Ouais. Dans le fond, c'était avec les enfants, mais séparément quand même pas mal. Oui, c'est ça. Il y avait, eux, à faire des dessins sur le conte qui lisaient, puis ça a donné ça, mais ça a donné quelque chose de superbe. Merci beaucoup. Hey, bienvenue! Caroline, c'est un nouveau projet, le fil de nos imaginaires, qui est c'est un vraiment beau livre. Hein? D'ailleurs, on voit la couverture aussi est rigide, c'est vraiment une super belle impression. On parle que tu avais dit que c'était un projet bonbon un peu. Veux-tu nous expliquer pourquoi tu appelles ça un projet bonbon? Un projet bonbon, là, c'est juste parce que souvent, c'est des petits projets, on a comme une petite graine, puis là, finalement, on rajoute des couches, puis là, on se dit, hey, ben, on va voir grand. Puis finalement, à un moment donné, des fois aussi, on se pose quand même la question, pourquoi qu'on voit si grand que ça? Parce qu'il y a de l'ouvrage qui vient avec ça. Mais tu sais, quand on voit le résultat, c'est quand que là, on a été voir les jeunes, on a aidé les jeunes à certaines étapes. Là, ils ont les étoiles dans les yeux. Puis on a maintenu les gens en haleine aussi jusqu'au dévoilement. Personne n'avait vu le livre avant le dévoilement tantôt. Donc, tu sais, c'est tout ça, l'énervement qui vient autour. Puis là, on est 3, nous, à avoir travaillé plus sur le final, le visuel, tout ça. Quand on l'a eu, là, c'était comme un cadeau de Noël. Tu sais, on se dit, on était en plein mois de mai, puis on était aussi excités que c'était Noël. Là. Fait que c'est ça, un projet bonbon. C'est un projet que, tu sais, on voit que ça touche beaucoup les gens. Puis ça finit, ça, que c'est un beau cadeau dans la communauté aussi. Tu sais, c'est des jeunes de Lac-aux-Semences, c'est des gens de la vallée qui ont écrit, parce que dans le club d'écriture de la bibliothèque, on a des gens d'Amqui, on a des gens d'ailleurs. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des projets rassembleurs.
c'est ça, un projet bonbon. C'est-tu un projet que ça fait longtemps qu'il était dans un carton, qui était en cours, ou c'est quand même un coup de tête qui a déboulé vite? C'est un coup de tête. En fait, on n'a jamais tant pensé à... Parce qu'il fallait comme éditer, là. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a beaucoup de sous à investir, puis on se pose la question, tu sais, quand on a fait des soumissions, tout ça, et on va-tu vraiment vers de la thermoreliure, tout ça? Mais c'est ça. Fait qu'on a fait ces choix-là. Puis là, j'ai comme oublié la question que tu m'as posée. J'étais partie ailleurs. Si ça fait longtemps que c'était dans les non, pas du tout. C'est ça. Ça a été à l'été. C'est juste le temps de production, mettons, qui est long. Mais sinon, c'est arrivé vers la fin de l'été passé, là, où le club d'écriture m'a interpellée. Puis là, ça a fait... OK, tu sais, j'ai monté un échéancier. À partir du moment où les profs m'ont dit « Hey, oui, on embarque, là, on a fait un échéancier. » Mais tu sais... imprimé, là, envoyer ça en impression, tout ça, il faut quand même se prévoir des délais assez longs. Puis, on est arrivé flush, mais on y est arrivé. Fait que ça reste que c'est un projet qui a été court. Là, on le sait déjà, on serait en ligne à l'automne, on rembarque avec l'école. On a, là, je ne vendrai pas tout de suite le projet qu'on veut faire, ça va ressembler à ça, il va être différent un petit peu. Mais on va commencer à travailler avec l'école à l'automne. Puis après ça, à peu près à la même date l'année prochaine, on devrait arriver à un deuxième lancement. En fait, je pense que Mme Marie-Ange a un peu stoulé l'histoire, excusez-moi le terme, mais qu'elle a dit que maintenant, ils vont faire le contraire, de partir des dessins vers le texte. Ben oui, il y a une fuite. Ben oui. Non, c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, les jeunes, on va les inviter à un peu se penser une histoire dans leur tête, l'illustrer. Puis nous, ce qu'on va fournir au club d'écriture, c'est les dessins. Fait que là, on va dire après ça, écrivez une histoire à partir des dessins que vous avez. Fait que ils savent pas, là, ça sera quoi du tout. Fait que c'est des défis. Fait que ça fait changement. Je pense qu'ils aiment ça. Fait que tu voulais-tu venir parler des défis, Marie-Ange? Non, j'ai parlé. OK. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, on peut dire que les livres sont tout chauds parce que vous les avez eu sûrement juste à temps. Très chaud. Dans le fond, il y a 2 semaines, je relançais Cathy, voir, ils sont-ils arrivés chez Centrap? Là, sont-ils arrivés? Elle dit non, ils ont dit qu'ils livreraient pour le 26 mai. OK. Ils sont arrivés lundi. Fait que, mais tu sais, on se croisait les doigts. Parce que nous autres, on s'était dit, OK, ça va rentrer d'un temps, puis on va être correct, puis on a un lancement, puis on a préparé le lancement. Fait que c'est arrivé lundi. C'est super. Comme ça, si on veut se procurer une copie du livre, j'imagine que ça va vraiment partir comme des petits pains chauds, mais il faudrait courir après là, mettons. Fait que ça va être disponible où? Dans le fond, il y a 2... Là, il en reste pas mal moins, peut-être 150 copies, là, je dirais, là, en date d'après-midi. Il va en avoir chez Checksa en consigne. Il faut que j'y aille, justement, tantôt d'emporter. Sinon, la bibliothèque, on va en garder sur place aussi. Puis, je vous dirais, au pire de m'écrire, moi, personnellement, là, donc je vais m'arranger, je vais aller livrer le livre, il n'y a pas de trouble, là, fait que... On va préciser que c'est la bibliothèque Bertrand B. Leblanc, même si on te reçoit souvent, fait qu'on le sait un peu, mais juste pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est... Oui, puis moi, je dis juste la biblio, mais oui, la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Parfait. Merci beaucoup, Caroline. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres d'être là. Bonjour Marc, aujourd'hui c'est le lancement du livre Le fil de... Excuse-moi, on va recommencer parce que je ne savais pas c'était quoi le titre. Le fil de nos imaginaires. Le fil de nos imaginaires. C'est le fil de nos imaginaires. 30 $. Ouais. Bonjour Marc, un visage bien connu de la Matapédia, un de nos anciens collègues. Aujourd'hui, tu étais au lancement du livre Le fil de nos imaginaires. Je veux savoir un peu comment tu as trouvé ça, le livre, l'idée de tout ça. Veux-tu nous en parler un peu? Bien, je trouve que c'est une excellente idée et je trouve que de jumeler 2 générations, donc des personnes aînées avec des jeunes pour construire un livre comme celui-là, je trouve que c'est vraiment génial. Et je trouve que ça fait un beau transfert de la culture, du goût de la lecture et tout ça avec les jeunes. Fait que vraiment, c'est vraiment une belle initiative. Et là, on a appris qu'il y aurait probablement un 2e tome aussi. Fait que ça va être intéressant aussi. Ça va être à suivre. Qu'est-ce que ça va donner? Puis là, on a vu un petit bout de l'histoire. Comment tu as trouvé ça, cette histoire-là? Bien, c'est le fun parce que c'est très... on sort un peu de l'imaginaire, on va un peu dans le fantastique. Ça fait rêver. Hein? Les jeunes vont faire... Ah, ça fait rêver. Oui, effectivement. C'est comme... c'est vraiment agréable et c'est rafraîchissant. Ouais. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Je vais vous lire un des 2 contes qui a été fait par Tracy. Ce que je tiens à souligner, c'est que depuis le début que nous sommes réunis, ça fait 6 ans que nous écrivons ensemble, Tracy a toujours eu le goût d'écrire un conte.
Puis il y avait des personnes qui étaient réticentes. « Oh ben non, c'était moi. Là. Non, c'est difficile, non. » Et puis, quand le projet a pris forme, quand elle a réussi à nous convaincre, elle était tellement contente qu'elle en a écrit 2. Donc, elle les méritait bien, ces 2. Elle avait travaillé fort pour qu'on puisse le faire. Donc, je vais vous lire l'intrépide Gaël, qui est un de ces 2 contes. Gaël, petit garçon de 6 ans, énergique, curieux et intrépide, s'est levé tôt ce matin pour s'acquitter de ses tâches quotidiennes au campement. Il doit chaque jour faire son lit, ramasser sa chambrette, laver sa gamelle après avoir pris un excellent petit déjeuner et aller ramasser les œufs pondus par les poules. Aujourd'hui, en cette belle journée de la fin juin, Gaël a le goût d'aller explorer et découvrir seul les alentours. Il part donc sans demander la permission et sans aviser personne, surtout pas ses parents, qui sont occupés aux travaux et tâches quotidiennes. Gaël s'éloigne de son campement sans rien apporter avec lui. Pas d'eau, pas de nourriture, rien. Il atteint rapidement la forêt qui chaque jour l'attire depuis si longtemps. En chemin, il aperçoit plein de petites bestioles qui retiennent son attention. Il prend plaisir à regarder et à suivre tantôt un papillon, une armée de petites chenilles, un serpent ou encore un iguane. Tout le fascine. Toutefois, il en perd la notion du temps et bien sûr son chemin. En relevant la tête, après avoir exploré ici et là, il arrive à la croisée de 3 chemins. Il ne sait pas quelle voie suivre. C'est alors qu'il entend un bruit strident et sec. « Ric! Ric! » Je ne suis pas bien sûr que ce soit la vraie traduction, là, mais bon, je fais de mon mieux. Là. Il lève la tête et aperçoit un joli oiseau au plumage multicolore. « Oh, salut mon bel oiseau, que ton plumage est beau. Dis-moi, je suis perdu. Peux-tu me guider afin que je puisse retourner au campement que j'habite? J'aimerais bien retrouver ma maman qui doit être dans tous ses états. » « Oh, si je comprends bien, petit bonhomme, tu es parti sans l'aviser. Je te suggère la route de droite. Tu devras quand même être prudent puisque tu devras traverser le sanctuaire des singes. Si tout se passe bien, tu devrais atteindre ton chez-toi assez rapidement. Je te souhaite bonne route. » C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel de la semaine qui sera plutôt court cette semaine. Donc, tout d'abord, du côté de la microbrasserie La Captive, le samedi 27 juin, l'humoriste Maxime Gervais vient présenter son spectacle intitulé « C'était magnifique ». L'Expo agricole de la Matapédia célèbre sa 40e édition les 12, 13 et 14 juin à Amqui. Au programme, kiosques commerciaux, mini-fermes, jeux gonflables, laser tag, karts à pédales et plusieurs activités pour toute la famille. Le samedi sera particulièrement animé avec le jugement Holstein, de la danse en ligne, des spectacles de BMX, une soirée dansante et plusieurs activités sur le site. Le dimanche, on pourra notamment assister à des compétitions, des présentations d'animaux et aux chiens chauds. Du côté du cinéma Figaro à l'affiche du 12 au 18 juin, le film de science-fiction La Révélation prendra l'affiche. Pour les amateurs de nostalgie, le film Les Maîtres de l'Univers, basé sur la série animée du même nom, est toujours à l'affiche, ainsi que le film de comédie d'horreur Film de peur. Pour consulter les heures de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du Cinéma Figaro ou le site web. Si vous avez des suggestions d'événements culturels à nous partager, veuillez nous écrire au journaliste à commercial.tvcmatapédia.com. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.
C'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Cette semaine, l'émission spéciale, ce sera la veillée historique de Lac-aux-Saumons où plusieurs passionnés d'histoire saumonois nous racontent l'historique du village. Aussi, il y aura bingo. Donc, il nous reste 2 bingos pour la saison au moment où on enregistre ceci. Il y aura donc un bingo le 14 juin, de dimanche le 14 juin à 12h30, qui aura 700 $ en prix. Ensuite, le dernier bingo de la saison sera le 21 juin où il y aura 2700 $ en prix et il y aura quelques changements au retour à l'automne. Donc, on va tout vous expliquer ça le 21 juin. On attend vraiment à la fin du bingo pour vous expliquer un peu comment ça va fonctionner à l'automne. C'est pas des gros changements, mais on tient quand même à vous les préciser, vous qui les gens qui sont habitués à jouer au bingo nous jouent avec nous depuis très longtemps, ils sont habitués aux mêmes règles depuis longtemps. Il va quand même avoir des petits changements, donc on va tout vous expliquer ça. On se revoit la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison.